Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de cette machine portable qui se trouve ici. Cette machine c'est une Dell 14 Pro Plus, machine que m'a prêté Dell pendant quelques mois quand même, donc j'ai pu me faire la main sur la machine. C'est ma machine que j'utilise au quotidien on va dire, et donc j'ai un bon retour d'utilisation, une bonne expérience d'utilisation, je sais de quoi elle est capable et comment elle se comporte, mais la seule raison pour laquelle elle se trouve sur mon bureau, et vous allez peut-être trouver ça étonnant, mais c'est le fait qu'elle intègre ici un AMD Ryzen AI Pro 9 HX. Je voulais absolument me faire une idée de ce que valait la plateforme, la nouvelle plateforme AMD Ryzen AI sur des machines mobiles, parce que j'ai pu tester du Snapdragon, j'ai pu tester de l'Intel, Core 1, j'ai la machine qui se trouve ici sur le côté, Core 2, Core Ultra 2, Core Ultra 1 évidemment, j'avais pas pu encore essayer les machines avec des architectures AMD. Je me demandais ce que valait AMD en 2025, en tout cas sur une machine portable. C'est chose faite, j'ai pu me tester cette machine. Cette machine, elle est très particulière dans le sens où c'est une machine qui est à destination de professionnels. Le Pro Plus, c'est la gamme business, donc c'est la gamme pour les, on va dire, les entreprises. Donc c'est une machine qui est spéciale parce qu'elle a un look qui est plus, voilà, qui va moins dans le design, qui est plus épais, avec des spécifications que vous retrouvez plus sur des gammes, on va dire pro. En particulier, vous voyez ici le port Ethernet RJ45, c'est de plus en plus rare et c'est très sympa de le voir sur une machine, mais bah voilà, on ne le trouve pas sur du grand public. Ici il y est. Il y a même ici la possibilité de mettre une carte 4G 5G pour être vraiment très nomade. Donc c'est une machine qui est assez sympa. Elle est exceptionnelle en rien, pour être très honnête dès le début de la vidéo, mais elle est sympa en tout, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de gros points forts, mais elle a aucun point faible. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Cependant, comme c'est une machine qui est plutôt à tendance pro, je suis pas certain que c'est une machine qui va vous intéresser plus que ça. Pour autant, c'est une machine qui est jolie, je trouve, parce que si vous n'êtes pas fan du look XPS, peut-être que c'est un look qui vous plaira plus. Elle a aussi des capacités qu'ont pas forcément les autres machines. Vous avez des supports avancés avec des réparations sur site, des trucs comme ça, parce que derrière on a accès aussi au service après-vente pro de Dell, donc ça peut être des choses que vous recherchez, parce que c'est des choses que vous êtes par exemple micro-entrepreneur, ou vous travaillez dans une entreprise, vous êtes au service IT, et vous cherchez ce type de machine. Ce qui est aussi intéressant avec les machines AMD, c'est que maintenant aussi elles sont administrables, donc elles peuvent intégrer un parc d'entreprise, contrairement pour le moment aux machines Snapdragon, donc les machines Qualcomm, qui sont des machines ARM, qui pour le moment ne le sont pas, donc du coup ça les met de côté pour la partie secteur pro. Ici, c'est des machines que vous pouvez intégrer aussi dans votre flotte de machines, donc c'est plutôt pas mal. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire un tour d'horizon de cette machine, vous parler des spécifications techniques, vous parler de ce processeur, évidemment. Alors il a une carte graphique embarquée, mais elle est assez anecdotique. Par contre, il a des grosses capacités qui sont très intéressantes. Je vous montre ça très rapidement. On va aller plus en détail avec quelques benches et je vous dirai mon compte rendu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que AMD n'a pas sacrifié l'hyperthreading sur ses processeurs, quand bien même ça pourrait éventuellement leur faire gagner un petit peu en autonomie, contrairement à ce que fait Intel. Et donc on a 12 cœurs physiques, 24 cœurs logiques, et donc elle est très capable en monocore, en monothread, parce que son processeur peut monter assez haut en fréquence, et donc elle a de bonnes capacités, mais en multithread aussi, puisqu'avec ses 24 processeurs logiques, même s'ils ne sont pas tous égaux, il y a des très grosses possibilités. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle est au goût du jour, donc elle a du Wi-Fi 7 pour la partie réseau sans fil. Elle a aussi un GPU intégré, certes, mais qui tient la route, le Radeon 890M, donc qui vous permettra de jouer à des petits jeux, mais ici on est dans un monde pro, donc c'est aussi encoder, décoder des vidéos, et sans taper trop dans la batterie, donc ça c'est plutôt pas mal. Et son gros point fort, c'est son accélérateur NPU, puisque elle a un coprocesseur NPU, donc pour faire de l'IA, et c'est très important quand on fait par exemple du Windows 11, qu'on a des fonctionnalités comme Recall, qu'on a des fonctionnalités comme, donc Recall c'est retrouvé, ou qu'on a des fonctionnalités comme de la génération d'images ou de la génération de texte. On peut faire ça en local avec le coprocesseur de la machine, et c'est assez efficace. Donc voilà l'idée, la vidéo est chapitrée, donc vous pourrez suivre les différentes étapes de la vidéo, aller directement à la section qui vous intéresse si ça vous intéresse. On va faire le tour de la machine, je vais vous en parler vite fait au niveau des ports et tout ça. On va l'ouvrir, je vais vous montrer de quoi elle est constituée, que vous ayez une idée de ce qu'on peut mettre à jour, ce qu'on peut pas mettre à jour, et tout ça. Et puis je vous donnerai un compte rendu de mon utilisation de cette machine. Voilà, à vous de voir ensuite. Je pense pas que vous soyez tous intéressés par l'achat d'une machine à vocation pro, mais si c'est le cas, si jamais vous êtes curieux de ce type de machine, au moins vous aurez vu. Cette machine existe aussi en version Intel, si c'est ce que vous préférez.
La version Intel n'est pas non plus forcément mauvaise, hein. C'est exactement le même châssis, même clavier, tout est pareil. Vous avez peut-être des subtilités au niveau de l'USB-C sur le côté, mais sinon, à part ça, c'est à peu près la même machine, donc sachez qu'elle existe également en version Intel, si c'est ce que vous préférez. Déballage rapide juste pour que vous voyez ce qu'on reçoit quand on commande ce type de machine. Donc c'est l'emballage cartonné classique de Dell, il y a juste les formats qui changent évidemment en fonction de la taille des ordinateurs et des accessoires qui sont fournis. Logo Dell et donc logo AMD, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que maintenant dans les gammes Dell, vous avez de l'Intel, du Qualcomm, donc du Snapdragon, et de l'AMD. Donc c'est assez sympa parce que vous avez du choix. Vous pouvez vraiment, alors peut-être pas sur tous les modèles, mais vous pouvez varier en fonction des besoins techniques que vous avez. Est-ce que vous privilégiez l'autonomie, la marque, etc. Donc vous avez dans l'emballage la machine qui est protégée dans un plastique. C'est bizarre, mais normalement les machines Dell sont dans un petit tissu. Alors je sais pas pourquoi ici c'est dans du plastique. Est-ce que c'est parce que c'est reconditionné? Peut-être. Ou c'est parce que c'est une gamme pro. Donc voilà la machine, version 14, donc la petite finition argentée. Vous avez les fascicules et différents documents pour la prise en main de la machine, le recyclage et compagnie, on connaît. Et vous avez ici le chargeur tout compact de Dell avec le connecteur USB-C. Donc on n'est pas sur du chargeur propriétaire, pas de technologie propriétaire et connecteur classique avec le câble d'alimentation qui va avec. Donc ça permettra de recharger très très vite la machine. Concernant la machine, a priori, quand je vais l'ouvrir, elle va directement se mettre en route. On a le petit plastique de protection, donc évidemment déjà usagé. Et on voit donc Ryzen ici, donc c'est la spécificité de cette machine. Le petit logo empreinte digitale là. Et puis pour le reste, je vous fais des gros plans pour vous expliquer en quoi consiste cette machine. Mais elle est très classique dans la gamme et dans la technologie, hein, puisque c'est les mêmes châssis, c'est juste qu'ils sont associés à différents types de processeurs de matériel. Concernant la vue de droite, donc les ports de ce côté-ci de la machine, vous avez là le plateau NanoSIM. Le plateau NanoSIM, il est optionnel. Toutes les versions n'en sont pas équipées, donc faites attention si vous le voulez absolument. Donc NanoSIM dedans pour la 4G et la 5G. Vous avez à côté la prise jack pour brancher le casque. Juste ici, vous avez un port USB type A, 3.2 Gen 1, et vous voyez à côté le petit logo batterie, parce qu'il est PowerShare, donc vous pouvez recharger un appareil avec. Quelque chose qu'on ne voit pas régulièrement sur des machines portables, en tout cas plus de nos jours, c'est un port RJ45, sur lequel vous pouvez donc connecter un réseau câblé. Alors c'est du gigabit Ethernet, c'est juste dommage d'avoir enfin un port disponible, mais malheureusement limité en gigabit Ethernet, sachant que la machine est très capable, mais au moins il est là, et vous voyez qu'il prend pas beaucoup de place avec son petit capot rétractable. Ça fait plaisir de voir revenir ce genre de connectique. Dans le monde pro, c'est beaucoup plus pertinent peut-être que pour le grand public. Et à côté, vous avez un port anti-vol. Malheureusement, c'est du Wedge et pas du Kensington, donc je ne crois pas que ce soit compatible. Et donc, vous ne serez peut-être pas équipé des anti-vols nécessaires. Donc voilà côté tranche de droite. Tranche de gauche de la machine, vous avez de l'HDMI 2.1. À côté, un USB 3.2 Gen 1, donc en format type A évidemment. Ce qui est très intéressant, ce sont ces deux ports qui sont ici. Alors comme la machine est aussi disponible en version Intel, faites attention à ne pas confondre, mais même si c'est une machine AMD, vous avez deux ports USB-C Thunderbolt 4, donc compatible USB 4, et je vous renvoie vers ma vidéo Thunderbolt USB si vous voulez en savoir plus. Et ces ports sont compatibles évidemment Power Delivery 3.1, enfin je dis évidemment, mais ils sont compatibles Power Delivery 3.1, les deux. Donc les deux permettent de recharger la machine, en plus de délivrer un signal vidéo DisplayPort, donc c'est du 1.4A, et évidemment d'y connecter dessus tous vos périphériques USB. Donc Thunderbolt 4, USB 4. Sur une machine AMD, c'était jusqu'à présent un assez gros frein de ne pas avoir de connectivité Thunderbolt et USB assez évolué. Avec l'USB 4, avec le Thunderbolt 4, on est bon, même si ce serait plus sympa d'avoir du Thunderbolt 5 et Intel garde davantage évidemment avec son protocole. Au moins, on a la possibilité d'y connecter des choses assez intéressantes. Ce qu'il n'y a pas sur cette machine, c'est le lecteur de carte à puce ici, qui pourrait être là. Je vous montre là, mais on ne le voit pas. Sur la tranche ici, il pourrait y avoir un lecteur de carte à puce qu'on n'a pas. C'est une option. Et vous avez ici le petit voyant de charge, batterie et compagnie qui s'allume quand vous connectez quand vous chargez la machine. Au passage, la machine n'a plus, comme beaucoup de machines modernes, elle n'a plus de chargeur propriétaire. Hein. On est sur du chargeur pur USB-C, donc compatible avec vos docks, vos écrans et évidemment le chargeur livré avec la machine. Côté clavier, touchpad, j'allais dire rien de bien folichon, mais rien de bien mauvais non plus, c'est du très bon. On a une bonne course. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on n'est pas sur les gammes XPS. Je vous les avais montré, d'ailleurs, elles sont retravaillées, les gammes XPS, où les touches sont unifiées, enfin, elles se touchent l'une l'autre. Ici, on a un bon rendu au niveau des doigts. On sent
l'écart entre les touches, c'est beaucoup plus agréable pour venir taper. Et il y a un petit peu de course sur les touches, le son est flatteur, le son est surtout discret, ce qu'on a envie en environnement pro pour les réunions, les trucs comme ça, pas sonoriser toute la pièce. On a un layout très classique avec une toute petite touche entrée. Faudra juste faire attention si vous êtes habitué à mettre le doigt un petit peu vite autour de la touche Shift, de ne pas rater votre touche entrée. Les touches de direction sont elles aussi un petit peu petites, mais c'est du standard maintenant sur les machines. Vous avez en haut à droite ici le bouton Power, donc ici la machine est éteinte, puisque sinon il est tout le temps allumé en blanc autour, et le clavier s'allume évidemment quand vous mettez la main au-dessus, puisqu'il est sensitif. Et vous avez le lecteur d'empreinte digitale, j'ai pas enlevé la petite protection, on voit encore le petit logo empreinte digitale, puisque c'est une machine de près, donc je la laisse dans le meilleur état possible. Vous avez sur le clavier la touche copilote, pour les gens qui utilisent Windows 11 avec les fonctionnalités copilote, ça peut être pratique, sinon vous pouvez évidemment la réassigner à autre chose. Clavier très classique avec les touches fonctions en haut, touches de fonctionnalité rapide. Vous avez des touches fonctions traditionnelles qui sont également disponibles. Vous avez le modifier ici, la touche pour les accès aux fonctions. Donc vous pourrez les verrouiller en mode fonction si vous voulez. Vous avez le petit logo ici, donc vous faites fonction échappe, ou vous avez les réglages avec les logiciels. Donc un clavier ici qui est sympa, qui fonctionne bien. Vous avez les petits logos évidemment qui s'allument directement sur les touches quand vous êtes en mode verrouillé. Donc le clavier est pratique. Sur le bas de l'ordinateur, vous avez le touchpad qui est grand, qui est précis, qui est cliquable. C'est un vrai cliquable, pour le coup, c'est pas un feedback par vibration, on l'entend. Voilà, la machine est arrêtée, pour autant, on entend cliquer, donc c'est un vrai touchpad à l'ancienne, on va dire. Il est relativement grand, il pourrait être plus grand, mais il est quand même relativement grand. Ce que j'apprécie également, c'est que on sent un petit revêtement quand on passe le doigt. Donc c'est moins beau évidemment que les dalles de verre qu'on trouve sur les XPS, mais l'avantage c'est qu'on sent, juste en passant le doigt, en effleurant le doigt, on sent un tout petit bourrelet. Vous voyez, c'est très 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 léger, hein, c'est pas grand chose, mais ça suffit pour savoir qu'on est dans la zone ou en dehors de la zone du touchpad sans regarder le touchpad. Donc on peut se concentrer sur l'écran et sentir si on sort de la zone du touchpad. Évidemment, donc les zones en bas peuvent être utilisées pour cliquer, mais vous pouvez cliquer n'importe où. Et rien de spécial sur le dessus, pas de haut-parleur, rien du tout. Les haut-parleurs sont sur le côté, ou sur le dessous plutôt. C'est dommage, mais du coup ça fait que la surface est très lisse, très standard. Je voulais vous montrer l'ouverture de la machine à une main. Alors ça va toujours être un challenge parce que la machine est forcément légère, donc on peut difficilement l'ouvrir à une main. Elle se soulève, mais vous voyez que je peux quand même faire l'exercice. Donc ça montre qu'elle est robuste et bien conçue. Et vous voyez que je peux aller plaquer l'écran contre le bureau. Donc c'est pas une machine 2 en 1, l'écran ne peut pas se retourner sur l'arrière de la machine, même s'il existe une version 2 en 1, avec les charnières 2 en 1, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le prendre, mais vous avez au moins cette possibilité-là, ce qui peut être intéressant. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien mettre dans cette disposition-là, quand ils sont par exemple en réunion, pour pouvoir continuer à converser facilement avec la personne en face, sans avoir un écran qui s'interpose, mais quand même en pouvant prendre des notes. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là, et donc la charnière est bien fichue, parce que on peut quand même à une main, vous voyez, l'articulée, elle est très rigide, donc elle ne bougera pas de la position que vous l'avez laissée en fonction de là où vous la mettez. Par contre, vous pouvez quand même l'actionner en une main, ça c'est très bien. Je vous montre l'allumage, que vous ayez une idée du clavier et de ce que ça donne. Donc vous voyez ici, quand la machine est allumée, vous avez, c'est l'équivalent du bouton Power, vous avez ici le petit tour du bouton qui s'allume. C'est élégant, je trouve ça pas mal, et puis en même temps on voit facilement dans le noir où réveiller la machine en mettant son doigt. Évidemment le reste du clavier va aussi se rétroéclairer. Alors là ici je suis en très forte luminosité, je vous mettrai probablement des captures en plus faible luminosité, mais en tout cas la touche Power est beaucoup plus lumineuse que le reste, et c'est très agréable déjà de savoir que la machine est allumée, puisqu'on le voit bien, et ensuite de savoir où on peut poser son doigt quand on est dans un environnement sombre, puisque le reste du clavier est éteint, on trouve tout de suite. Je trouve que c'est une très très bonne idée, cette petite touche Power entourée. Donc là je peux déverrouiller la machine, mais ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez pu voir ici, je vais la reverrouiller juste que vous puissiez voir. La machine est équipée donc de lecteur d'empreintes digitales et d'une caméra Windows Hello. Donc ici elle peut, si nécessaire, je vais juste faire option de connexion Windows Hello, comme ça vous allez le revoir. Voilà, on voit la petite torche infrarouge avec la webcam à côté pour me connecter en Windows Hello. Vous avez vu aussi sur le côté ici la toute petite LED qui permettait de savoir que la webcam est allumée. Vous avez à l'ancienne, on va dire, ça suffit largement pour un usage du quotidien. C'est moins haut de gamme évidemment que sur les XPS, c'est dommage vu le prix de la machine, mais vous avez un petit switch ici de vie privée. Donc quand vous le basculez, vous voyez qu'on voit que la caméra est
opacifié. D'ailleurs, ils ont fait un petit bout de plastique hachuré pour montrer que c'était le cas. C'est comme ça assez visible. Voilà, concernant l'écran maintenant, si je dois vous en dire 2 mots, c'est un bel écran. Alors ici, je suis très très faible en termes de luminosité parce que j'aime bien garder mes écrans relativement peu lumineux pour mon usage, mais je vais vous le booster. Voilà, je vous l'ai mis à fond, c'est flatteur, c'est pas mal, c'est pas le plus bel écran qui m'était donné de voir, on n'a pas d'écran tel qu'on a sur les XPS, de très beaux écrans OLED et tout ça, mais c'est des écrans avec des beaux angles de vision, une colorimétrie qui est correcte. Celui-là aussi, c'est intéressant que je vous l'éteigne pour vous montrer, il est peu brillant. Il est presque mat, alors vous m'excuserez la poussière, hein, j'arrête pas de faire le ménage, mais ça vient se recoller dessus quoi qu'il arrive. Donc il y en aura toujours. Donc l'écran facile à nettoyer, je vous l'avais dit aussi avec les XPS, souvent on a le souci du nettoyage avec les bordures un peu épaisses. Ici il a des bordures épaisses, mais il n'est pas problématique à nettoyer. Et en plus l'écran est pas tactile, ce qui est un gros inconvénient pour moi, puisque j'aime beaucoup les écrans tactiles. Mais en étant pas tactile, du coup il a l'énorme avantage de ne pas prendre les traces de gras et donc de ne pas forcer la poussière à se coller sur l'écran. Voilà, donc un écran qui est plutôt sympa, qu'on peut bien régler en termes de luminosité. Je vais vous le baisser au maximum pour vous montrer la plage de luminosité. Ça reste lisible, ici j'ai baissé la luminosité, on voit les reflets qui commencent à apparaître parce qu'il est forcément beaucoup moins lumineux, mais même à faible luminosité, il est extrêmement utilisable, en intérieur en tout cas en bureau, en extérieur vous pousserez la luminosité, et du coup il va économiser aussi pas mal la batterie, puisqu'il forcément il consomme beaucoup moins de rétroéclairage. Le châssis de la machine, en tout cas son extérieur, va faire débat. Moi j'aime bien, c'est bien fini, c'est propre, ça c'est pas ostentatoire, c'est simple, c'est efficace. C'est une machine pro, on va dire, mais voilà. Ce qui va choquer, je pense, certaines personnes dans cette vidéo, vous me direz, c'est éventuellement l'épaisseur de la machine et son rendu, parce qu'elle n'est pas forcément énormément plus épaisse que beaucoup de machines, mais par le fait qu'elle soit, ici, de ses côtés, tout ça, ne soit pas biseautée. Vous voyez que Dell n'a pas fait l'exercice, enfin elle est un tout petit peu biseautée, mais vous voyez que c'est très très peu. Du coup ça donne une impression de machine qui est un petit peu plus grosse que ce qu'elle ne l'est vraiment. Cependant, comme c'est une 14 pouces, je sais pas ce que ça donne en 16 pouces, mais en 14 pouces, ça se tient très bien à une main, c'est léger, c'est compact, et c'est puissant, c'est autonome, donc pour moi, c'est tous les avantages d'une machine nomade, parce que j'aime pas spécialement, même si c'est ce que j'ai, vous le voyez ici, j'ai une machine 16 pouces pour le travail, j'aime pas spécialement le 16 pouces, et encore celle-ci est très compacte, hein, pour une 16 pouces, vraiment ils ont fait rentrer énormément de choses, sans que la machine soit lourde, sans que la machine soit très volumineuse, mais je préfère quand même les châssis 14 pouces, on peut avoir beaucoup de puissance, même dans du 14 pouces, évidemment on peut pas tout mettre dans du 14 pouces, des gros claviers, une énorme batterie et tout ça, mais on peut quand même avoir quelque chose d'exploitable, et surtout de très nomade. Donc je trouve que c'est bien fichu, et si on regarde donc sur le dessous, je vous avais montré la tranche vite fait, mais vous avez vu c'est juste les aérations qui se font pas du coup par l'écran, par la tranche de l'écran, mais qui se font par l'arrière. Et vous avez donc la prise d'air qui se fait ici par les grilles qui sont très simplistes, on va dire, hein. C'est pas du micro perforé, des trucs comme ça, mais quand on passe la main c'est doux et ça pose pas de problème. Vous avez les vis d'ouverture ici, les sorties pour les haut-parleurs. Alors même si les haut-parleurs sont situés comme ça sur le dessous, je trouve le son est très bon. Enfin, il n'y a pas de grosses problématiques de son. C'est évidemment un son d'ordinateur portable, hein. Dès que vous avez des vraies enceintes ou un ampli, ça fera beaucoup mieux, plus à faire. Mais ça reste un son qui est tout à fait correct. Voilà, donc c'est une machine qui est équilibrée dans sa conception, qui est de toute façon à destination de pro. Je vous l'ai dit, hein, en particulier par le port RJ45 qui est là. On le voit bien. C'est une machine qui est prévue pour être costaud, pour être utilisée au quotidien par des professionnels, et je trouve qu'elle a tous les arguments pour être solide et exploitable au quotidien. L'autre point hyper important, et je vous en ai parlé, c'est évidemment les ports Thunderbolt 4 USB 4 de cette machine. Donc quand on branche ici sur le côté le port, vous allez voir le petit connecteur de charge qui s'allume, puisque la machine va se mettre en charge, mais la machine va aussi partager son écran. On a l'écran qui s'éteint ici, le port qui se met ici en charge, et l'écran va être disponible sur mon ordinateur. Alors évidemment ici, il faut que je fasse un changement manuel de source, parce que c'est comme ça que je l'ai configuré, mais du coup, ça permet d'avoir, avec le Thunderbolt, toutes les capacités haut débit, on va dire, de l'USB. Donc vous avez le signal DisplayPort qui est établi pour l'affichage, vous avez du 120 Hz. Ici je suis en 5K, donc vous voyez que ça supporte sans souci, sans broncher, avec la carte intégrée de chez AMD. Évidemment, tous mes périphériques USB sont transposés, sont partagés avec la machine. Donc j'ai la webcam, l'ampli haute fidélité, les claviers souris. Voilà, tout vraiment est transféré sur la machine. La charge se fait, alors ici j'ai un écran qui peut permettre une charge 140 watts, mais la machine je crois se charge à
à 70 watts, 80 watts, quelque chose comme ça maximum, donc de toute façon elle est bien en deçà des capacités de l'écran, et tout ça par un simple câble, ici c'est un câble certifié Thunderbolt 4, donc par un simple câble entre l'écran et la machine. Donc c'est très bien que AMD soit maintenant au niveau, puisque c'est pas AMD hein, qui lead la partie Thunderbolt. Donc du coup, Intel continue à prendre de l'avant, puisque c'est Intel qui est à la base de ces standards-là. Donc c'est Intel qui avance sur le Thunderbolt 5 et compagnie. Donc forcément, il y a des petits retards à chaque fois. Mais au moins AMD est maintenant compatible USB 4 Thunderbolt 4, donc là-dessus, il n'y a plus de soucis. C'est même plus une question, en fait, on connecte et ça fonctionne vraiment excellemment bien. Je vous propose de démonter la bête, qu'on voit ce qu'il y a dedans, ce qu'on peut mettre à jour. Comme d'habitude, mon kit d'accessoires, c'est toujours le même. Je me suis juste racheté le Jimmy entre-temps, puisque j'avais cassé un de mes outils iFixit. Tout ça, je me les achète, hein. C'est des accessoires qui coûtent pas si cher que ça. Et quand on est amené à démonter régulièrement du matériel, c'est plutôt sympa d'avoir ça à sa disposition. Il suffit juste d'avoir tournevis cruciforme. Les vis ici se démontent. Les vis sont a priori dévissées, elles sont toutes à rétention, c'est étrange, je m'attendais pas à ça, mais a priori elles sont toutes à rétention. Pour aller déclipser ensuite la coque, il faut juste glisser un outil. Vous voyez ici au niveau des charnières, c'est l'endroit en général où c'est le plus faible. On y va tout doucement parce qu'évidemment, ici en plus j'ai un outil en métal, donc c'est d'autant plus dangereux potentiellement. Mais il peut y avoir des composants, donc on évite de tout arracher. Voilà, vous voyez, une fois qu'il y a un bout qui est parti, le reste on tire délicatement, a priori il n'y a pas de raison de casser quoi que ce soit. Alors je vais faire attention quand même juste pour vérifier que c'est bien des vis à rétention, parce que si jamais c'est pas le cas, je vais perdre toutes les vis. A priori elles le sont. Je vais pas retourner le capot, mais a priori elles le sont toutes. Hein. Donc ça c'est vraiment, ça montre que c'est bien une gamme pro ou un peu premium en tout cas, puisque bah, tout est facile d'accès. Donc dedans, on trouve enfin la machine. Donc je vais retourner parce qu'en fait, le sens logique de lecture est plutôt ce sens-ci. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble. Je vous prendrai des photos en gros plan, mais on a donc la partie la plus importante à regarder, c'est la batterie, puisque c'est l'élément, j'arrête pas de vous le dire à chaque fois que je tourne des vidéos, mais c'est l'élément, s'il y en a un qui doit être remplaçable, c'est au moins ça. Si vous pouvez pas accéder facilement à une batterie, trouver des batteries de remplacement, c'est un produit qui est mort. Une batterie, ça va forcément s'user avec le temps, il faut être en capacité de changer la batterie. Ici, on a la batterie de 55 Wh, qui est a priori la batterie standard sur ce type de modèle. En plus, on est sur du 14 pouces, donc c'est compliqué d'aller plus gros, même si je crois qu'il existe des 60 ou des 65 Wh, je crois pas qu'elle rentre dans ce type de châssis. Par contre, ce qui est super intéressant, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la puce 4G One ici, et le SSD qui est là. Sous ces trucs-là, je vais décoller doucement pour regarder ce qu'il y a, mais a priori, c'est juste de la protection pour le processeur. Un truc que je vous montre pas à chaque fois, mais qui peut être intéressant à regarder si vous êtes curieux des marques et de manière générale du suivi d'un produit, c'est d'aller rechercher les documentations. Et les documentations de Dell existent et sont relativement conséquentes. Donc vous pouvez aller dans la partie support, je vous le fais ici en direct avec mon téléphone. Faites-le avec un ordinateur si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus facile à lire, à manipuler. Et vous avez dedans toutes les documentations par rapport au modèle. Alors ici je suis sur le modèle PB14255, c'est une variante, hein, puisque ici elle a été configurée un petit peu différemment. Sur le côté ici, alors je sais pas trop où c'est disponible quand on est en version mobile, mais vous voyez qu'on a la possibilité d'accéder aux ressources. Vous cliquez sur un manuel, vous avez le manuel électronique, et dans le manuel électronique ici, vous avez l'intervention à l'intérieur de votre ordinateur. Et donc ici, si vous regardez, vous avez des informations sur quels sont les composants et comment intervenir pour modifier. Vous avez la liste des vis et les outils pour ouvrir. Donc principaux composants. Et donc du coup, quand vous allez démonter votre machine ici, on vous explique les différents niveaux de la machine. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais vous voyez ici en gros ce que j'ai démonté, donc le capot, et ce qu'il y a dedans ici avec la batterie, le clavier et compagnie. Et on vous explique comment y accéder. Et en particulier, on vous explique comment accéder aux différents appareils qui sont là, ce dont on va parler maintenant, mais ça vous permet de voir en gros de quoi tout ça est constitué. Vous avez pour chaque pièce un descriptif, comme ça si vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez vous y retrouver facilement. Ça permet de vous montrer sans avoir besoin de tout démonter, parce que c'est quand même une machine de près, donc je ne vais pas leur démolir la machine, mais ça me permet de vous montrer ici que dessous ici, on a, alors ici c'est probablement les VRM, donc pour les étages d'alimentation. Ici on doit avoir le processeur, avec un heat pipe, donc un caloduc qui transmet la chaleur sur ce radiateur-là avec le ventilateur donc qui extrait la chaleur. C'est pour ça que quand j'ai pris des vidéos avec la caméra thermique, on voit que c'est cette surface-ci
qui est chaude, qu'il faut retourner évidemment, hein, ici je l'ai à l'envers, l'écran est sur le dessous qui est là. Ici c'est parce qu'il y a toute la partie dissipation et l'évacuation de la chaleur, donc c'est pour ça qu'on voyait une zone un peu plus froide ici, une zone un peu plus chaude ici, si je me rappelle bien. De toute façon vous aurez les images vous en temps réel. Et donc en dessous ici, ça sert à rien que j'aille démonter, vous avez les puces soudées, et donc on ne peut pas faire évoluer la mémoire. On voit qu'il n'y a pas de mémoire sur socket, le processeur évidemment ça fait très longtemps que c'est le cas, mais le processeur n'est pas non plus sur socket. Le truc par contre qu'on peut ouvrir, qu'on peut démonter, et je vais pas m'embêter pour le faire, bah c'est cette partie-ci qui est le SSD. Et je sais pas si cette machine est neuve, mais la vis qui est ici a été complètement forcée. Du coup, son pas de vis est abîmé. Je sais pas si c'est en usine qui s'est passé ça, mais la vis ici est bien endommagée. Bon, j'ai réussi à la retirer. Ah oui, je précise aussi, je fais ça très vite parce que j'ai l'habitude et que c'est pas une machine sur laquelle je vais faire des bêtises, mais logiquement, on démonte avant le connecteur d'alimentation, donc on fait en sorte que la machine soit éteinte évidemment et que la carte mère soit déconnectée de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque. Donc vous voyez la plaque, et ici je vous prends une photo en gros plan du SSD. On peut prendre un SSD de taille plus grande, un 2280. Ici c'est juste qu'on a un petit SSD. Et ici, je m'attendais à voir le module peuplé, mais en fait, il ne l'est pas. Le module 4G, 5G n'est pas peuplé. Donc même si l'ordinateur a la capacité d'avoir un module en place, il n'est pas prééquipé. On voit ici, les antennes, vous voyez, sont protégées avec deux petits plastiques ici pour éviter qu'elles soient en contact avec le châssis. Donc voilà, c'est une surprise parce que je pensais vraiment que cette machine en était équipée, mais j'ai pas de façon de carte pour tester. Enfin, j'aurais pu mettre la nano SIM dont je dispose, mais donc elle n'est pas équipée. Donc si j'avais essayé de faire marcher ça, ça n'aurait probablement pas fonctionné. Il reste un dernier élément à regarder, c'est l'élément qui est ici. D'ailleurs, c'est écrit dessus VLAN, donc la carte Wi-Fi. Encore une fois, une vis très très serrée, mais elle est bien partie. J'ai des embouts spécifiques, hein, justement, pour éviter tout souci. Et là, par contre, c'est très embêtant. On a une carte soudée. Donc pareil, je vais vous prendre la photo, comme ça vous la verrez en gros plan. Mais ça, c'est pas bon du tout. C'est très dommage. Ça veut dire que même si on est en Wi-Fi 7, on ne pourra pas faire évoluer cette machine. Donc le Wi-Fi 8 ou compagnie, les Bluetooth de génération suivante, on ne pourra pas en profiter. Donc c'est une médiathèque très très standard, mais il y a des médiathèques qui existent qui sont en version slot M2. Alors moi je l'ai vu sur une machine, mini-machine on va dire, donc c'est évidemment plus facile que sur un châssis d'ordinateur portable, mais quand même, je trouve ça un petit peu paresseux, entre guillemets, de ne pas rendre la machine évoluable. Déjà qu'on n'a pas de mémoire qu'on peut faire mettre à jour, mais ça, par la compacité du 14 pouces, à la limite, ça peut se comprendre. C'est bien d'avoir ce support pour la carte la carte 4G, mais en fait, ça se comprend parce que j'imagine que ça dépend des régions géographiques et des options que vous achetez. Par contre, ici, c'est très dommage de ne pas avoir la possibilité de faire évoluer cette partie-ci. Bah, c'est comme ça, mais c'est bien dommage. Du coup, j'ai pris soin de ne pas resserrer à fond la vis qui est abîmée, comme ça la personne qui passera après moi n'aura pas trop de soucis. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la partie qui est là, mais vous voyez que j'y ai pas accès. Donc, si je les ai trouvés, si Dell me les a fournis, sinon tant pis, je pourrais pas vous les montrer, je vous mettrai juste ces capteurs d'écran qui viennent du site sur l'ordinateur portable. Mais ici, vous voyez qu'on a les deux ports USB-C sur la tranche, ils sont là. Face à ces deux ports USB-C, vous avez ici une partie qui est remplaçable. Alors pour la remplacer, c'est pour ça que je le fais pas, il faut intégralement démonter la machine. Et d'ailleurs, j'ai appris, et j'attends la confirmation de Dell, mais que ce ne sont pas des pièces qui sont remplaçables normalement par l'utilisateur. Mais si vous cassez un port USB, le port USB n'est pas soudé sur la carte mère, enfin. Et donc, vous pouvez, a priori, remplacer ces ports-là, ou en tout cas, vous pouvez faire remplacer ces ports-là. Mais pour y avoir accès, donc, il faut démonter toutes les vis de la carte mère, il faut retirer complètement la carte mère du châssis, ce qui veut dire qu'il faut retirer la dissipation thermique et tout ça, la batterie et compagnie, donc il faut retirer l'intégralité de la machine du châssis. Donc, je vais pas m'amuser à faire ça, ça va me prendre des heures pour un problème que je n'ai pas, puisque j'ai pas cassé de port USB. Mais sachez que c'est une évolution, alors pas sur toutes les gammes de Dell, malheureusement, mais sur au moins cette Pro Plus, la possibilité de réparer facilement les ports USB. Alors j'aurais préféré que ce soit bien plus accessible avec une petite nappe, un petit clip,
ça aurait rendu les choses encore plus faciles, parce que là ça reste quand même compliqué, et pour une personne qui n'a pas l'habitude, qui a réussi à rentrer dans cette machine, tout démonter pour accéder aux 2 ports qui sont remplaçables, c'est un petit peu dommage. Et l'autre truc qui est un petit peu dommage, c'est que vous voyez que le reste des ports qui sont là, le port Ethernet, les ports USB ou HDMI, eux sont soudés, ils sont à l'ancienne, donc la réparabilité est du même niveau qu'avant. Donc c'est vraiment juste les ports USB-C. Alors c'est intéressant parce que ça va être quand même les ports les plus utilisés, probablement pour la charge et pour le branchement sur dock ou sur écran, donc c'est ceux qui vont être soumis le plus fortement à l'usure a priori. Ça c'est des ports qui sont vieillissants, tout le reste, mais quand même, il faut bien garder à l'esprit que ça aurait pu être encore mieux fait, quitte à retravailler sa copie pour fournir des ports USB qu'on peut éventuellement réparer. Je dis pas aller jusqu'à framework, mais faire l'effort de rendre les choses plus faciles à réparer. Donc vous voyez une évolutivité restreinte quand même dans cette machine, voire très limitée. Disque, SSD, batterie, la carte est soudée, vous pouvez changer la carte 4G ou en mettre une, mais voilà, il n'y en a même pas de base, et réparabilité, on va dire plus que la normale, en tout cas pour les ports USB-C, mais quand même complexe pour un utilisateur. Voilà, il ne me reste plus qu'à refermer la bête. Normalement, j'ai bien remis toutes les vis, j'étais en train de vérifier, mais oui. Donc, je ferme la bête. Vous n'oubliez pas, évidemment, vous, si vous avez débranché la batterie, à bien rebrancher la batterie, vérifier que tout fonctionne avant de refermer le tout. Mais pour refermer, vous reclipsez, vous remettez les vis, ça va très vite, c'est relativement facile. Ce qui est beaucoup moins courant sur ce type de machine, et c'est pour ça que je voulais vous la montrer, c'est le logo qui est ici. Parce que des machines de chez Dell, il y en a un paquet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, Dell a toute une gamme de machines architecturées autour des processeurs AMD. L'AMD Ryzen AI Pro 9HX, ici c'est pas le plus performant, mais c'est quand même une belle petite bête. Avec ça, vous avez une vraie alternative à ce que fait Intel. Et quand je dis alternative, je pense même que la version AMD est peut-être même préférable au corps de 2e génération d'Intel. Il est très performant, il est très autonome. J'ai eu quand même quelques petits soucis, je sais toujours pas si c'est des soucis logiciels, matériels, et de toute façon je vais retourner la machine à Dell, donc peut-être qu'ils analyseront la machine pour voir si elle avait quelque chose. J'ai eu quelques soucis sur, en particulier, lecture de vidéos dans un navigateur internet, mais mis à part ça, aucun souci avec la machine, elle est autonome, elle est performante, et surtout vous avez énormément de cœurs disponibles, parce que cette machine a des cœurs logiques. Vous le voyez ici, 24 cœurs logiques pour 12 cœurs physiques. C'est quelque chose qu'on perd malheureusement avec les machines Intel sur les dernières générations, tout ça pour avoir plus d'autonomie, et je trouve que c'est malheureux parce que AMD n'a pas eu besoin de faire ce sacrifice-là, et a quand même une machine qui est très performante et très autonome, donc du coup c'est possible de faire des machines qui sont de ce niveau de qualité là. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument tester cette machine AMD. Et il y avait une autre chose qui faisait que je voulais absolument la tester, et vous le voyez ici, c'est son coprocesseur NPU, parce que le coprocesseur NPU qui va avec l'architecture Ryzen 9 AI, il est assez performant, 50 TOPS et tout ça, donc c'est un processeur un coprocesseur NPU qui est très capable, et donc c'est quelque chose qui est aussi super utile dès que vous voulez exploiter des fonctionnalités NPU. En particulier, vous avez Recall, retrouvé en français, je vous ai fait une vidéo sur les fonctionnalités AI intégrées dans Windows 11, donc vous pourrez regarder si vous voulez. Il y aura une vidéo aussi sur la 25H2 qui met aussi le focus beaucoup sur l'IA, donc les capacités AI Windows, donc ça vous intéressera peut-être. En tout cas, c'est très important d'avoir le coprocesseur NPU, sinon vous n'avez pas évidemment accès à ces fonctionnalités d'accélération locale sur la machine. Donc ça vous permet d'avoir de l'intelligence artificielle sans avoir besoin d'envoyer des données sur Internet dans un cloud, et donc en gardant les données en local. Et c'est très important pour des fonctionnalités comme Recall, parce que c'est des fonctionnalités à haut besoin de confidentialité, et c'est aussi très important pour le ressenti qu'on a par rapport au traitement des fonctionnalités IA, tout ce qui est génératif et tout ça. Vous avez, comme il n'y a pas de traitement internet et que vous n'êtes pas dépendant du réseau, vous avez tout le temps le même comportement. Là où ça peut très bien se comporter chez vous, vous avez de la fibre, des faibles latences et tout ça, mais dès que vous êtes nomade, même si vous mettez sur le côté votre petite SIM 4G, 5G, vous pouvez avoir de la latence, et du coup vous avez un comportement d'IA qui devient moins intéressant. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir de l'IA avec accélération matérielle sur sa machine, puisqu'on peut avoir une très bonne interaction, un très bon ressenti des fonctionnalités d'IA. Je voudrais aussi faire une dernière aparté dans cette vidéo, pourquoi j'ai demandé à Dell de tester cette machine-ci, peut-être pas celle-ci en particulier, parce que c'est pas celle que j'avais le plus dans le collimateur, mais une avec ce processeur-ci, dans cette configuration-ci.
C'est en particulier pas parce que cette machine m'intéresse, pas tant que ça. Je l'ai testée, elle est pas mal, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. En particulier, vous voyez, là j'allais appuyer sur l'écran, mais elle est pas tactile et tout ça, c'est plein de trucs qui me dérangent au quotidien. Ça va que c'est pas ma machine, mais le fait qu'elle soit pas 2 en 1, pas tactile, le fait que j'ai ces petits problèmes graphiques évidemment, mais ça c'est pas ma machine, donc à la limite, ça se réglera, elle verra pourquoi le problème se produit. Mais ce qui m'intéressait moi particulièrement, c'est, je vous l'ai dit, l'IA de Windows. Ça m'intéressait moi pour pouvoir l'évaluer, pour pouvoir m'en faire une idée, pour pouvoir vous en parler aussi, pour pouvoir vous dire ce que j'en pense, et aussi parce que malheureusement, actuellement, je vais plus être dans la possibilité de tester ses capacités d'IA. Si j'ouvre ici Recall, retrouver, vous allez voir qu'il s'affiche à l'écran, il est fonctionnel, et la première chose que demande Recall, et c'est très bien, c'est une authentification par Windows Hello. Donc vous voyez en instantané les dernières choses que je faisais. Vous voyez ici que j'étais en train de vous présenter, donc vous jouez de la musique, il y a le test de la webcam qui est là, quelques petits vidéos que j'ai regardées, voilà, vous voyez en un instant, Recall vous dit ce que vous avez fait dans la journée, et vous avez dans la chronologie la possibilité de revenir dans le passé, et donc de repartir en arrière pour savoir ce que vous avez fait avec des recherches textuelles et tout ça. Et pourquoi je vous dis que j'avais besoin de cette machine-ci en particulier, c'est parce que je suis équipé d'une autre machine. Il se trouve qu'elle est juste là-bas derrière. La petite machine qui est là, je vous en parlerai plus tard dans l'année. Cette machine est équipée du même processeur, tout est pareil. La seule chose qui est différente, c'est qu'elle n'a pas une webcam et un lecteur d'empreintes digitales intégré à la machine. Et ça, c'est sacrément problématique. Je vous montre dans les réglages de Windows pourquoi ça l'est et pourquoi, une fois que j'aurai plus cette machine-ci, je pourrai plus vous parler des fonctionnalités d'IA qui nécessitent des fonctionnalités d'identification très améliorées. Vous allez dans options de connexion de Windows Hello ici, donc dans Windows 11, et vous allez voir ici que vous avez la possibilité de se connecter avec une caméra externe ou un lecteur d'empreintes digitales externe. Et ici c'est désactivé. Si jamais j'active cette option-ci, qui est disponible que quand vous avez une webcam Windows Hello ou un lecteur d'empreintes digitales intégré, vous n'aurez plus la capacité d'utiliser par exemple Recall, puisque vous perdez en capacité de sécurité. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ESS, Enhanced Sign-in Security. Ça appartient, c'est un groupe, on va dire, dans Windows Hello, un groupe de fonctionnalités. Et si vous n'avez pas ESS d'activer sur la machine, c'est-à-dire si vous n'avez pas de la biométrie compatible ESS, vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités très avancées de Windows Hello. Ça implique, c'est de la cryptographie avec du chiffrement avancé, des choses comme ça, et des sécurités entre les éléments de biométrie et la machine, qui ne sont pas disponibles avec les équipements externes pour le moment. Je crois pas qu'il y en ait qui le supportent, et s'il y en a qui le supportent, il faudra probablement renouveler la webcam que j'ai là-haut, qui est une Brio 4K avec Windows Hello intégré, voire le lecteur ici d'empreintes digitales que j'ai ici, qui est un lecteur d'empreintes digitales Kensington, qui lui non plus n'est pas compatible ESS. Ce qui fait que quand j'aurai plus cette machine, j'ai beau avoir tout le matériel compatible avec la machine, et à nouveau j'ai eu le bug, je ne pourrai pas faire du Windows Hello. Concernant ce bug, je vais réinitialiser la machine, juste pour vérifier que le bug se produit toujours ou pas. Je l'avais pas réinitialisé parce que si je l'ai réinitialisé, je perdais l'historique de Windows pour la partie Recall, donc retrouver. Donc je pouvais pas vous montrer que j'avais fait 2 mois dans le passé pour faire des recherches et tout ça. Maintenant je vais pouvoir la réinitialiser, mais de toute façon, on va dire que le problème m'importe peu, mais vous voyez que c'est quand même très problématique ce bug que j'ai eu. J'ai mis à jour le firmware. C'était en juillet je crois, et depuis j'ai eu des bugs. Avant j'en avais pas, c'est mi-juillet, fin juillet j'ai mis à jour, donc je sais pas si c'est ça, j'ai mis à jour le BIOS, les drivers de la carte graphique et Windows 11, et j'ai eu le problème qui s'est produit, impossible de savoir lequel des trois a généré le problème. Mais vous voyez quand même que ça a été un problème de fond, donc je préfère être transparent, puis de toute façon je vois même pas comment je pourrais vous le cacher. C'est un problème qui s'est produit relativement régulièrement, pas tout le temps. Il y a des jours où ça se produisait pas du tout, il y a des jours où ça se produit tout le temps. Et du coup, ça c'était sacrément problématique. Et évidemment que si c'était ma machine, j'aurais creusé dans le détail, je vous aurais dit, j'ai fait un SAV, j'ai renvoyé la machine, ou Dell m'a contacté, tout ça. Là, il se trouve qu'il y a un intermédiaire entre les deux, puisque la machine c'est une machine de prêt, tout ça. La machine repart chez Dell, donc je vais pas faire un SAV sur une machine qui est même pas à moi, je pourrais pas le faire, le SAV de toute façon, quoi qu'il arrive. On m'a proposé de changer la machine pour que je puisse continuer mon test, mais honnêtement, ça ne perturbe pas les tests que j'avais à faire, les tests de performance et tout ça sont les mêmes, les bons, donc
autant que je finisse avec cette machine-ci qui a des soucis. Je sais pas si c'est logiciel, je sais pas si c'est matériel, j'imagine que Dell aurait pu régler le problème, mais c'est pas l'objet de cette vidéo de régler ce type de défaut. On parlait d'IA, du coup je peux vous parler d'un truc qui a à voir directement avec l'IA, et pourtant vous allez voir que le lien n'est pas direct, c'est la webcam. La webcam, je vais vous montrer de quoi elle est capable en termes d'enregistrement audio et vidéo. Ici donc j'ai obturé la webcam, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez qu'ici Windows indique que l'appareil photo est couvert. Pourquoi je vous parle de webcam et d'IA? C'est parce qu'en fait, c'est assez surprenant, mais vous avez les effets studio qui sont listés ici, et les effets studio en fait sont des fonctionnalités d'IA pour faire le flou d'arrière-plan, des trucs comme ça, qui sont accélérés en local par le NPU, donc par l'accélérateur d'IA de la machine. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une machine Windows 11 qui a un bon processeur NPU, et c'est le cas de cette machine Ryzen. Les machines Ryzen sont équipées de très bons processeurs IA, très puissants, par rapport aux concurrentes, hein, évidemment. J'imagine que dans le futur, ça va continuer à évoluer, mais elles ont beaucoup de capacités, et en particulier, une des capacités, c'est d'être capable de faire des enregistrements de webcam de qualité. Donc je vais faire un petit enregistrement pour vous montrer la qualité de tout ça. Voilà, et je prends ici l'ordinateur dans les bras pour vous montrer ce que ça donne. Alors je sais pas trop ce que ça va faire, mais ce que je voulais absolument, c'est avoir ici derrière la fenêtre avec beaucoup de lumière. Pourquoi? Parce que c'est pour que vous ayez une idée des capacités qu'a cette webcam en HDR. Comment elle s'en sort avec les hautes lumières et tout ça. Voilà, donc je vous fais des plans un peu cinématographiques. Jamais dans la vie vous allez faire ça, j'imagine, avec votre ordinateur, votre webcam. Mais ça vous permet de voir ce que ça peut donner dans la vraie vie, avec l'audio capté par les microphones ici de l'appareil, et dans des luminosités très variées, pour vous montrer que finalement c'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même une webcam 1440p, donc on n'est pas sur du 4K, mais on est quand même au-delà de l'HD, et franchement la qualité est tout à fait convenable. Et donc si vous le voulez, alors je suis désolé, ça va trembler un petit peu, mais je vais aller sur les effets studio. Vous pouvez à la volée, sans consommation de processeur, commencer à activer les améliorations ou les flous directement par IA. Donc vous voyez, tout ça, le traitement sur local. Alors évidemment, c'est jamais parfait, mais en tout cas, ça permet d'avoir quelque chose qui est moins gourmand pour la machine, qui préserve un petit peu les ressources de la carte graphique, du processeur. Donc voilà, ça vous permet de voir ce que ça donne. Ici, j'ai mis un effet standard, on peut mettre un effet portrait pour un effet un petit peu plus doux. Voilà, vous voyez que c'est pas mal, ça rend bien, ça détache bien le sujet du fond, moi en l'occurrence, et ça vous donnera une idée de ce qu'est capable de faire une webcam Dell 1440p. Bon, je trouve que c'est pas mal par rapport aux webcams, franchement, qu'on avait il y a encore quelques années. On est arrivé sur quelque chose qui est largement exploitable. On peut avoir mieux sur des webcams plus haut de gamme ou sur de l'externe, mais ici c'est quand même déjà relativement convenable. Un autre truc dont je voulais vous parler, c'est le son. Le son, c'est toujours un autre point sur les ordinateurs. Donc, je vous l'ai dit, les haut-parleurs sont probablement les petites fentes qu'on voit en dessous, ce qui est jamais idéal pour faire de l'écoute sonore de qualité, mais c'est pas le but de ce type de machine. On est sur des machines pro, donc on est vraiment sur de la vidéoconférence, des formations, des trucs comme ça. C'est le marché pour cette machine, donc on n'est pas sur de l'audio ultra haute fidélité. Cependant, le son est tout à fait correct. Je peux vous mettre un petit peu de musique libre de droit. Donc vous avez les touches multimédia évidemment ici. Ah puis c'est intéressant, tiens, je viens d'avoir le bug en direct, c'était pas prévu, mais voilà le bug qui se repointe. Bon bah je peux plus utiliser la machine, mais au moins vous avez entendu le son est correct. Franchement le son est bon, alors c'est juste dommage que j'ai plus accès à l'écran. Alors honnêtement, pour faire de la lecture de vidéos YouTube, pour voilà, vous connecter à des conférences, échanger avec des gens et tout ça, c'est largement suffisant. Le volume est conséquent. Évidemment, avec l'appareil que j'ai ici, je peux pas vous retransmettre la qualité sonore. C'est super dommage que j'ai le bug graphique à nouveau, parce que du coup, c'est un peu polluant
et ben c'est pas grave, je vais encore la redémarrer. Mais ça me permet de vous montrer aussi que j'ai ce souci. Alors je vais mettre à jour le BIOS de la machine, puisque j'ai vu qu'il y avait une nouvelle version du BIOS qui est sortie. Mais c'est un bug qui a été récurrent et qui a été assez problématique pendant toute la période de test de cette machine. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas si c'est un défaut matériel de la machine, je ne sais pas si c'est un défaut logiciel de la machine, si c'est un problème de Windows, mais voilà, vous avez vu en direct, et c'était pas prévu, le bug se produire. Il y a deux soucis, soit vous avez tous ces espèces de glitch graphiques qui imposent de redémarrer, soit vous avez la machine, et c'est plutôt en lecture vidéo, qui devient très lente, le curseur ne suit plus, il faut tuer le navigateur pour pouvoir revenir sur un niveau de fonctionnement normal. Je lance le test de performance et je vous explique. Donc la borne Wi-Fi, elle est juste ici, donc elle est à portée directe, hein. On va dire que c'est pas très compliqué, mais c'est une borne Wi-Fi 7 BE85 de chez TP-Link. Et on voit tout de suite qu'on a d'extrêmement bons débits, que ce soit en téléchargement ou en upload. Alors ça peut varier évidemment en fonction des conditions. Ici je suis en MLO, donc si vous voulez en savoir plus sur le Wi-Fi 7, la technologie MLO et tout ça, je vous laisse voir la vidéo sur les bornes Wi-Fi 7. Tout ça pour vous dire qu'on est sur des débits qui sont excellents, on est quasiment à 2 Gbps en téléchargement, 1,5 en envoi. Ce sont de bons téléchargements, et le truc que je trouve particulièrement décevant, et c'est pour ça que je vous pointais du doigt cette information, c'est que ici on a un port Ethernet, 1 Gigabit Ethernet, et on est à moitié du débit avec un port câblé que en Wi-Fi. Ça veut pas dire que les connexions Ethernet sont obsolètes, très loin de là, on a des très bonnes connexions Ethernet. On peut monter maintenant chez des particuliers sur du 10 Gigabit Ethernet sans que ce soit forcément hors de prix. C'est juste que c'est dommage de ne pas avoir intégré un port Ethernet de dernière génération quand on a du Wi-Fi de dernière génération. La carte Wi-Fi est aussi Bluetooth 5.4 si je me trompe pas, donc ça vous permet d'avoir du Bluetooth, en particulier Low Energy, mais aussi plein de fonctionnalités Bluetooth très intéressantes. En tout cas, très bonne intégration de la carte Wi-Fi 7. Les cartes Mediatek finalement sont pas si mal par rapport aux cartes Intel, elles ont visiblement de bonnes performances et j'ai pas eu de soucis de stabilité Wi-Fi, donc c'est très bien là-dessus. Et puis du coup ça permet de résoudre les quelques incompatibilités qu'il y avait, alors normalement qui sont derrière nous, hein, mais il y avait des incompatibilités entre les processeurs AMD et les cartes Intel Wi-Fi, donc du coup avec du Mediatek normalement on est tranquille, on n'a vraiment aucun risque de souci. Donc voilà, très bon débit avec des bornes Wi-Fi 7 et une machine taillée pour l'avenir. Et vaut mieux qu'elle le soit, puisque je vous l'ai dit, la carte Wi-Fi n'étant pas extractible, du coup vous êtes bloqué sur du Wi-Fi 7. Donc autant que ce soit une bonne carte Wi-Fi et que les débits suivent un petit peu. On va parler performance de la machine, je le fais directement sur la machine qui est en train de charger, connectée à l'écran. Ici j'ai les liens, si j'oublie pas de vous les mettre, je vous les mettrai donc en description de la vidéo, donc en dessous. Vous pourrez les consulter pour les vérifier. J'ai fait les tests sur batterie et sur secteur, parce que vous allez voir que comme les machines Dell, et malheureusement, je suis un peu déçu là-dessus, mais malheureusement, il y a un écart de différence entre quand la machine est sur secteur et quand la machine est sur batterie. Ce que je vous mets pas ici, c'est les tests Cinebench en temps réel, parce que sinon ça va être trop long, mais vous voyez ici, score single core, 105 points, et score multicore 656 points, ce qui est dans la norme, on va dire, pour ce type de machine. Et je vous mets donc côte à côte les deux navigateurs, vous allez voir les performances. Ici à gauche c'est sur batterie, ici à droite c'est sur secteur. Donc on a ici le single core, donc vous voyez ici 1784 en connexion, enfin sur la batterie, donc avec préservation de l'énergie. On pourrait le faire évoluer probablement en changeant les profils d'énergie dans le BIOS ou dans Windows, mais c'était pas l'objet de cette vidéo de le faire non plus. Je vous montre la machine telle qu'elle est livrée, telle qu'on peut l'utiliser au quotidien et telle qu'elle est conçue pour être utilisée. Donc vous avez un score qui est inférieur à la version quand elle est sur secteur. C'est dommage, mais en même temps on a un très beau score sur secteur, donc ça c'est pas mal. Donc dès que vous la connectez comme ça à un écran par exemple, je peux faire du montage vidéo en toute tranquillité. Elle peut remplacer sans souci ma machine perso qui est là. Elle sera beaucoup plus performante pour faire du montage vidéo par exemple, plus de corps, plus de puissance par corps. Donc voilà, ça a du sens d'avoir ce type de puissance quand on est connecté sur un bel écran ou un dock ou un truc comme ça. Et c'est un petit peu dommage, puisque sur des machines, par exemple des machines Apple, on n'a pas ce genre d'écart significatif, mais on a donc une baisse de performance, on reste sur des performances correctes, mais bien en deçà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le score multiprocesseur, donc multicore, qui lui-même est inférieur que la version sur secteur, mais qui est très bon par rapport aux machines Intel. Il est très bon parce qu'on a, je vous l'ai dit sur ces machines-là,
on a beaucoup de corps en fait. Et en plus, on a du multithreading. Donc non seulement on a individuellement 12 corps, mais en plus ces corps sont à multiplier par 2 parce que pour chaque corps, on a 2 processeurs logiques. Donc on est capable de traiter par corps 2 activités en parallèle. Donc ça permet d'avoir un très très bon niveau de performance. Et si vous regardez dans le classement, je vous remettrai sûrement sur Incrustation au moment où je vous en parle, mais vous voyez que c'est une machine qui est plutôt bien placée. En tout cas, c'est un processeur qui est tout à fait capable. C'est pas le meilleur processeur de la gamme AMD. Hein. Vous avez dans la gamme AMD Ryzen et i9 un processeur qui est beaucoup plus intéressant. Peut-être que je vous en parlerai en fin d'année si j'ai l'occasion en fait de mettre la main sur ce type de machine. Beaucoup plus intéressant et par le processeur qui est plus puissant et aussi par la carte graphique qui est beaucoup plus intéressante. Pour information, parce que j'en ai parlé très vite, mais sur du Cinebench, c'est du Cinebench R24. On est sur des niveaux de performance pas loin de l'Apple M1. Alors évidemment, c'est pas exceptionnel, sachant qu'ensuite il y a le M2, le M3, le M4 et compagnie. Hein. Mais vous voyez qu'on n'est pas très loin. Et pareil, en multi, on est vraiment bon. Vous voyez qu'on est sur des processeurs MA Max et compagnie en équivalent. On est en tout cas sur des processeurs qui sont très capables. Et sur une machine qui est autonome, c'est assez impressionnant d'avoir une machine aussi puissante. Alors évidemment, je le redis, il y a des machines qui sont beaucoup plus capables. Ici, on reste sur une plateforme traditionnelle, donc on est compatible x86 64 bits, donc on a tout le panel d'applications du monde Windows qu'on peut espérer. C'est ça aussi qui est intéressant. Par contre, évidemment, quand on bascule sur de la machine ARM, celle qu'on a en tête, c'est évidemment les machines Apple, puisqu'elles sont très efficaces dans ce domaine, mais Windows commence à avoir des machines qui sont bien disponibles, bien équipées aussi pour faire de l'ARM. On a aussi des niveaux de performance qui peuvent être meilleurs. On est sur un bon compromis autonomie-performance. Moi, je trouve que c'est largement suffisant pour travailler au quotidien. Sur une plateforme Windows, hein, honnêtement, ça suffit pour faire même des tâches très avancées. On est beaucoup plus à l'aise sur ce type de machine qu'on aurait pu l'être il y a quelques années. Sur du traitement équivalent, sur des logiciels équivalents. Hein. C'est des machines qui sont tout à fait capables et qui sont beaucoup plus autonomes que ce qu'on a connu par le passé. Donc c'est très très bien et très très performant. Et le dernier point intéressant, c'est le GPU. Le GPU, c'est le Radeon 890M. Alors c'est pas un foudre de guerre dans le sens où, évidemment, il va pas remplacer une carte graphique un peu évoluée. Mais c'est beaucoup mieux que les anciennes générations de GPU intégrés. Et surtout, je trouve qu'il a un bon compromis entre l'efficacité énergétique et l'utilisation au quotidien. Vous avez toutes les accélérations nécessaires pour les activités du quotidien, parce qu'il faut se rappeler qu'à la base, c'est une machine pour les pros, celle-ci. Donc, elle suffit largement en décodage vidéo et accélération vidéo pour tout ce dont vous avez besoin. Vous avez en plus, je vous rappelle, l'aide du coprocesseur NPU et des fonctionnalités d'IA si vous avez besoin de flouter les trucs de fond, enfin les fonds et tout ça pour anonymiser un petit peu sur votre webcam. Donc, il est vraiment à sa place là-dedans, et il permet même de jouer un petit peu à certains jeux, donc il est aussi assez intéressant sur ce point-là. En tout cas, AMD est au niveau avec ce type de GPU intégré. Maintenant, il y a mieux sur les versions un petit peu au-delà, donc il faudra peut-être que je les évalue pour voir si c'est vraiment beaucoup mieux, mais là, ici, on est sur des performances assez limitées, là, on pourrait prétendre à beaucoup mieux. Pour la partie graphique, je voulais aussi vous montrer donc le score OpenCL, qui, vous voyez, est quasiment le même. Je l'ai fait tester, enfin, j'ai testé 2 fois, une fois sur batterie, une fois sur secteur. Là, vous voyez qu'on est similaire, donc je pense que Windows prend en compte le fait qu'on est en train de jouer et donc améliore le niveau de performance. Et là, on est plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel, mais on est à nouveau sur des niveaux de performance qui sont tout à fait intéressants, qui est vraiment pas si mal pour une machine de cette compacité, de cette autonomie-là. Voilà, ça fait des machines maintenant qui sont tout à fait capables. On va pas aller jouer à du jeu AAA avec ça, ou en tout cas du vieux jeu AAA, si c'est le cas, pas à des jeux qui sortent maintenant, mais en tout cas, vous voyez qu'on a des capacités qui sont intéressantes. Et pour vous prouver qu'on peut faire quand même du jeu sérieux, je vous montre le benchmark de Tomb Raider, le dernier, un Shadow of the Tomb Raider, en 1440p, DirectX 12, avec donc cette carte graphique, la 890M. Bon, vous voyez que la machine évidemment souffre et ventile, mais on est quand même à 15 images secondes, avec un niveau de détail qui est très intéressant. Ici, je suis sur un écran en plus 5K dans l'affichage, donc vous voyez, j'ai pas mal de surface, enfin pas mal d'affichage à calculer. Bon, alors évidemment, on va pas jouer dans ce type de conditions, ça c'est évident, 15 images secondes c'est pas suffisant, mais ça vous permettra de comparer avec d'autres machines, d'autres processeurs. Si vous descendez un petit peu en termes de détail, en termes de graphisme, moi je pense que vous pouvez atteindre quelque chose de tout à fait acceptable. Donc je le laisse tourner, faire ces petits calculs, et puis je vous montre les résultats finaux. Voilà les petits résultats. Évidemment, je vous le redis, c'est pas forcément flatteur, mais j'ai fait exprès de pousser
les réglages pour voir tout ça. Maintenant, on va faire en 1080p. Vous voyez qu'on est dans le même ordre de grandeur, pas de grosses différences. Par contre, ici, j'étais en réglage personnalisé. Évidemment que si je soulage un petit peu les calculs, donc si je me mets en moyen et toujours en 1080, je relance les benchmarks, mais vous voyez que le jeu est plus jouable. Donc vous avez un score plus intéressant et des performances qui sont plus intéressantes. Alors c'est pas encore exceptionnel, mais on reste au-dessus des 30 images secondes en gros, ce qui fait qu'on peut jouer, on peut commencer à envisager de jouer. Je vous montre ce que ça donne avec le jeu qui tourne donc en 1080, des niveaux de détail moyens. Vous voyez que c'est tout de suite plus exploitable. Ça reste relativement joli. Évidemment qu'on perd en détail, on perd en qualité vidéo, et puis on n'a pas le ray tracing et tout ça, enfin on n'a pas certains effets lumineux. Mais ça reste tout à fait intéressant. Et du coup, moi-même, si je préfère des plateformes un petit peu plus costauds pour profiter vraiment des jeux, parce que le graphisme, ça apporte quand même pas mal sur un jeu, je pense que voilà, vous pouvez envisager des jeux d'il y a 5-6 ans, les faire tourner dans une qualité correcte. Et sinon, bah, vous passez sur le max, et puis vous aurez quelque chose d'un petit peu plus performant, mais vous pourrez toujours pas faire tourner des jeux très récents dans des niveaux de détail très élevés. Je voulais vous faire quand même une petite mise en garde entre l'AMD Ryzen AI 9 HX370 et son grand frère, le Ryzen AI Max Plus 395. Parce que, même si ce sont tous les deux des processeurs haut de gamme pour des machines, on va dire, basse consommation, donc ordinateur portable ou petite machine tout en un, c'est des processeurs qui ont des différences significatives en termes d'architecture. Alors, en termes de performance brute, pour la partie CPU, ça se verra pas tant que ça, même s'il n'y a pas du tout le même nombre de cœurs. C'est 4 Zen 5 et 8 Zen 5C, donc c'est des cœurs un petit peu moins performants pour le HX370, quand le Max Plus 395 a directement 16 cœurs en Zen 5. Et quand on regarde les performances, les deux se valent, les deux se retrouvent. Évidemment que le Max a plus de performance en multicore, donc vous aurez des indices Cinebench et tout ça bien supérieurs, mais honnêtement, l'écart n'est pas tant significatif que ça. Par contre, là où c'est très intéressant et là où il faut faire très attention dans votre choix, c'est pour la partie carte graphique discrète, donc GPU embarquée. Puisque c'est un des atouts de ce type de processeur, c'est d'embarquer directement un processeur graphique de manière à être autonome, en fait pouvoir directement faire de l'affichage graphique accéléré pour les jeux et pour la vidéo. À gauche, vous avez donc le Radeon 890M, je vous en ai parlé, et sur le Max, vous avez le 8060S. Et par contre, eux, ils n'ont rien à voir en termes de performance. Si vous prenez un Max, vous aurez des performances qui sont, on va dire, entre la RTX 2060 et la RTX 3060 en carte en général intégrée. Là où, quand vous prenez un Radeon 890M, vous êtes sur les performances d'un Intel Arc. Intel Arc, c'est déjà pas mal, hein, et vous êtes donc sur les performances d'une 1060, en gros, d'une GTX 1060. Alors, je synthétise, en gros, c'est pour que vous ayez une référence entre ces deux modèles. Mais si vous voulez faire, si vous cherchez une petite machine nomade pour faire du jeu vidéo assez récent, qui demande un petit peu de ressources, évidemment que le Max sera plus approprié. Si maintenant votre principe, votre intérêt, c'est plus d'aller chercher juste de la performance de manière générale, mais que vous faites de la lecture vidéo, des jeux un petit peu plus anciens, des jeux indés, des trucs comme ça, franchement, le modèle que je vous ai présenté, le HX370, fera parfaitement le job, il n'y aura pas de souci. Vous serez très à l'aise aussi dans ce type de domaine. Et pour finir avec les performances, qui est aussi très intéressant à vous montrer, alors évidemment qu'il y a plus intéressant comme benchmark à l'heure actuelle, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur et surtout quelque chose que vous pouvez facilement comparer avec une machine que vous posséderiez. Si vous êtes très au fait de ce qu'on peut faire en termes d'IA, vous savez qu'il y a probablement d'autres outils qu'on peut utiliser qui seraient plus pertinents pour vous donner une idée des performances brutes de cette machine en IA. Mais l'idée, ici, quand on achète ce type de machine, on n'est pas sur de la carte graphique RTX et tout ça, on va pas faire tourner des modèles pour faire de la génération, des choses comme ça, génération d'images, de texte ou peu importe. On est ici plutôt pour permettre à Windows de s'adosser sur un NPU pour faire des tâches de productivité. Donc vous l'avez vu avec la webcam, mais il y a aussi toutes les fonctionnalités retrouvées, donc recall de Windows et compagnie. Donc je vous fais, j'utilise le bench de Geekbench AI, pour vous montrer les deux résultats sur quelques calculs d'IA. Et voilà donc ce que donne OpenVINO en mode CPU sur cette machine. À nouveau, c'est correct, mais c'est du CPU. Donc le NPU, il a eu des petits pics, mais c'est vraiment très léger. Et si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec
le bench en lui-même, mais c'est peut-être par exemple juste Recall qui est en train de se déclencher. En tout cas, je vous ai sauvegardé tout ça, compilé tout ça, je vous le mettrai en description, donc vous aurez tous les résultats si vous voulez les consulter. Ce que je voulais vous montrer, un truc qui est plus intéressant, qui montre en tout cas les capacités NPU, c'est que j'ai par exemple Audacity et j'ai commencé à enregistrer du son. En fait, vous pouvez utiliser le NPU pour les machines qui supportent aussi le NPU, comme Windows a ouvert un SDK, bah évidemment, si vous avez des machines qui le supportent, très bien. Et si vous avez des logiciels en plus qui le supportent, c'est encore mieux. Et donc dans les effets ici d'Audacity, quand vous installez donc ici les extensions AI d'Audacity, donc vous avez des plugins OpenVino qui exploitent normalement le NPU. Et le NPU est aussi exploité par DaVinci Resolve, c'est ce que je dis un petit peu plus loin dans l'enregistrement que j'avais fait là. Il y a des applications comme ça qui peuvent éventuellement les utiliser. Souvent on est plutôt sur du CPU, du GPU actuellement, mais bah voilà, pourquoi pas dans un futur plus ou moins proche, une généralisation des capacités AI. Et donc vous voyez ici dans OpenVino AI Effects, Noise Suppression. Donc, ce que je voulais vérifier, et je le vois en direct avec vous, puisque j'avais pas, c'est un des seuls tests que j'avais pas fait en avance, mais je voulais juste vérifier ça. C'était disponible avec Qualcomm, c'était disponible je crois avec Intel si je me trompe pas. C'est pas disponible encore pour le moment avec le NPU de chez AMD. Vous voyez à nouveau c'est du CPU. OpenVino Inference. Donc ça explique aussi pourquoi du coup Geekbench AI le voit pas. Je vérifiais dans les CPU supportés par OpenVino, enfin tout ce qui est supporting OS et supported hardware, je vois pas pour le moment en tout cas de matériel AMD. Donc évidemment Intel Core Ultra 2, enfin série 1, série 2, puisque forcément Intel est derrière tout ça, donc ce serait dommage qu'il n'y ait pas le support. Par contre AMD il n'y est pas encore. Et donc ça explique pourquoi malheureusement je n'ai pas ce support là. Donc vous voyez, c'est un peu le bémol, on va dire, de l'AI AMD, ça fonctionne très bien directement intégré dans Windows, puisque Microsoft a fait le nécessaire pour que le NPU soit utilisé. Mais si vous voulez l'exploiter là maintenant tout de suite avec des applications tierces, pour le moment, comme on est surtout autour de l'OpenVino et tout ça, et des SDK Windows pour les utilisations qu'on peut faire là maintenant tout de suite, bah, vous voyez qu'on n'a pas encore les briques nécessaires pour que ça fonctionne bien. On parle d'ordinateur portable, donc la batterie, l'alimentation pour la recharge et évidemment l'autonomie, ce sont des points qui sont assez intéressants et malheureusement que je ne peux pas vous indiquer dans le détail puisque là il faut des protocoles normalisés et j'ai pas la possibilité de faire ça chez moi. Donc je vais vous donner mon ressenti. Vous voyez sous Windows 11 la notification de recharge intelligente. Vous avez aussi l'application Dell Optimizer sur laquelle vous pouvez régler les options d'alimentation quand ça marche. Et vous avez plusieurs modes qui sont disponibles pour privilégier soit le fonctionnement sur secteur, soit le fonctionnement sur batterie, soit un mix un peu des deux. Je voulais juste vous montrer une petite session d'utilisation de la machine pour vous expliquer. En gros, quand vous claquez le capot, elle consomme assez peu, comme les machines modernes. Elle supporte très très bien le modern standby, comme les machines Intel et tout ça. C'est bien par rapport aux anciennes générations. Vous voyez des petits pics, enfin des petites descentes de consommation fortes, parce que là, bah, c'est quand j'utilise par exemple du Chrome pour regarder des vidéos. Suivant aussi la luminosité, donc vous voyez la grosse chute, c'est quand vous avez par exemple une utilisation assez intensive CPU-GPU plus une forte luminosité d'écran, ça descend quand même relativement rapidement quand vous la sollicitez beaucoup. Par contre pour un usage modéré, si vous faites que regarder des vidéos avec une faible luminosité comme j'ai pu faire, bah vous pouvez taper sur plus de 10 heures d'utilisation. Ça va dépendre évidemment, tout ça c'est des ressentis, mais on est au moins au niveau des plateformes Intel Core Ultra 2, voire même, je pense, un petit peu au-delà. Au niveau du ressenti que j'en ai, je pense que la machine est plus autonome. Voilà ce que ça peut donner en termes de bruit dans un environnement calme pendant un bench Cinebench. La machine ventile, mais c'est pas horrible, hein. On entend un petit bruit de ventilation, mais honnêtement c'est contenu, c'est pas gênant, et ici la machine est quand même fortement sollicitée, donc c'est compréhensible qu'elle ventile, puisqu'elle n'est pas passive. Mais voilà, dans l'ensemble c'est quand même assez contenu, c'est plutôt bien. J'ai eu un souci d'utilisation que vous voyez illustré ici à l'écran, c'est en utilisant principalement Chrome, en ayant une vidéo qui tourne dans Chrome, ça déclenche ce genre de souci. Vous voyez où l'affichage est corrompu, alors normalement on voit le curseur de la souris, il est ici, il n'est pas corrompu lui. Mais par contre tout l'affichage l'est. Et donc ce que je devais tester c'est est-ce que quand on est dans cette situation là et que je branche une alimentation avec l'affichage, est-ce que l'affichage reste corrompu? Et vous voyez ici quand il bascule sur l'écran on a exactement le même souci.
Et on ne peut pas sortir de cette situation-là si on verrouille ou on éteint la machine, c'est-à-dire on appuie sur le bouton Power, l'écran s'éteint, mais quand on le redéclenche, l'écran reste corrompu, on le voit ici, pas de souci. Voilà, donc c'est le seul souci que j'ai eu avec cette machine, mais c'est un souci quand même suffisamment important pour en parler. Voilà en ce qui concerne cette petite machine Dell 14 Pro Plus, vous avez vu, c'est une machine qui est très équilibrée, très intelligente dans la manière dont elle a été conçue. Elle n'a pas de points négatifs à mon sens, mais elle n'a pas non plus de gros points positifs. Alors si, il reste quand même une chose que j'ai pas évoquée, c'est le prix. Donc là, je l'ai mis exactement dans la configuration que je l'ai reçue, ou en tout cas ce que j'ai l'impression qu'elle est. Je peux pas faire varier grand chose, parce que de toute façon, par exemple les 32 Go, bah, c'est forcément ça, par rapport à l'architecture et tout, on est obligé de sélectionner ça, sinon la machine, on ne peut pas la commander. Ici, je suis sur un Dell Pro 14 Plus, il n'est pas 2 en 1, même malgré les photos et tout ça, et on est quand même sur un tarif de 2437 €. Alors ça varie en fonction des jours, puisque Dell ça varie tout le temps, mais c'est quand même un budget qui est très significatif, mais qui n'est pas si excessif que ça quand on est dans les gammes pro. Il faut comprendre que c'est à nouveau, hein, c'est des machines qui sont à destination de professionnels. C'est des gammes business, donc c'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même manière de dépenser de l'argent. C'est rare que la machine soit achetée comme ça en direct, en général elle est achetée par lot et tout ça. Donc c'est des manières différentes de faire des acquisitions de matériel, voire c'est des locations. Ce que je dis là, c'est qu'en fait, ça ne justifie pas le prix de la machine ou quoi, c'est juste qu'on n'est pas sur des gammes de particuliers, et que cette machine-là, avec une configuration similaire proposée à des particuliers, ne serait pas fait à ce tarif-là, je pense. Puisque les machines que je vous ai présentées jusqu'à présent étaient plus entre 1000, 1500, la plus chère peut-être c'est avec un écran OLED, de l'XPS très haut de gamme, des trucs comme ça, mais vous voyez, on est au-delà de tout ça. Alors, il y a aussi quand même une chose à prendre en compte sur ces gammes de prix. Je sais pas à quel point ça joue, je pense que c'est pas tant que ça, parce que si jamais je réduis le nombre d'années de support, ça change pas le prix tant que ça, peut-être ça joue de 100, 200 €, quelque chose comme ça. Mais on est aussi sur le Pro Support, on a un support sur site, avec accès 24h/24, 7 jours sur 7, et réparation sur site le jour ouvré suivant le diagnostic. Donc on est aussi sur un niveau de service qui est très élevé par rapport au SAV traditionnel des gammes plus grand public. C'est pour ça aussi que je voulais quand même vous montrer le prix, parce que ça fait partie aussi du produit, mais j'ai retenu ce produit-là, je vous le redis, pour le processeur, parce que je voulais vraiment tester l'architecture, les performances, l'ergonomie, des trucs comme ça, de ce type de processeur, avec la carte graphique qui va aller, tout ça. Pas la machine gamme pro, puisque la machine gamme pro, c'est assez anecdotique, je pense, par rapport à l'audience qui regarde mes vidéos. Elle est au goût du jour, elle est très efficace, très performante, très autonome. Enfin, quand je dis très performante et très autonome, ça dépendra évidemment de ce à quoi vous vous attendez et de ce à quoi vous la comparez, mais dans l'ensemble, elle est très correcte pour ce qu'elle propose. Maintenant, elle a un budget qui est quand même conséquent. On s'adresse ici à secteur d'entreprise, donc on est au-delà des 2000 € pour une petite machine comme ça. Personnellement, moi qui suis client de machine 14 pouces, je mettrai évidemment pas 2000 € dans un petit ordinateur portable comme ça, surtout que y a des choses que j'aimerais avoir que je n'ai pas sur ce type de machine, parce que je suis pas directement la cible pour ce type de produit. Cependant, je dois reconnaître que c'est une machine qui est flatteuse quand on l'utilise. Elle est bien conçue, elle est robuste, voilà, quand vous manipulez les charnières, quand vous utilisez le clavier ou le touchpad, elle donne pas un plaisir, mais vous voyez, il n'y a pas de problématique à l'utiliser au quotidien. On se sent bien à l'utiliser, on se sent pas tout le temps à chercher une prise de courant pour la recharger. Elle fait pas de fausses promesses, et elle tient justement ses promesses. Voilà, à vous de voir ensuite si c'est le type de machine qui peut vous intéresser. Là, c'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire. J'ai juste pu vous partager cette machine-ci, et surtout le processeur qui m'a convaincu. Convaincu au point que du coup, même si je ne vais pas changer d'ordinateur portable, vous entendez quelque chose qui souffle en ce moment, c'est cette petite machine ici. Cette petite machine héberge exactement la même plateforme que cet ordinateur portable, c'est juste que c'est juste un ordinateur et pas un ordinateur portable. Il est en train de se mettre à jour sous Windows 11 25H2, donc c'est pour ça qu'on l'entend souffler. Mais du coup, cette plateforme est vraiment idéale pour une utilisation au quotidien, au point que ce genre de machine, que ce soit celle-là ou celle qui est derrière là-bas, pourrait remplacer ma machine personnelle. Elle est extrêmement fluide, extrêmement sympa à utiliser au quotidien,
pour toutes les tâches, que ce soit du montage vidéo poussé, que ce soit du simple lecture de vidéo ou regarder du contenu multimédia, même jouer. Jouer, alors évidemment pas à des jeux très très puissants, mais à la limite des petits jeux indés, des trucs comme ça tourne très très bien. Vous pouvez les faire tourner sans problème. L'expérience de Windows 11 est exceptionnelle là-dessus. C'est une des meilleures machines, je pense, qui est capable de faire tourner Windows 11 avec ses capacités d'IA. L'autre machine que j'ai en tête, c'est évidemment les machines autour des Snapdragon de chez Qualcomm, qui elle aussi fonctionne extrêmement bien avec l'IA Microsoft, donc à vous de voir ce que vous préférez, mais ici il n'y a pas de problème de compatibilité quelconque, vous êtes sur de l'architecture x86 64 bits, et donc ça marche avec tout, c'est du Windows très classique. Voilà, donc une machine au final qui m'a donné entière satisfaction, je vous ai montré, j'ai eu un petit bug quand même dessus, qui de temps en temps m'a posé problème, et j'ai pas trouvé exactement ce qui posait le souci en soi, mais sinon c'est une machine qui fonctionne très bien, silencieuse, autonome, performante, donc en gros c'est ce qu'on recherche pour une machine nomade compacte. Voilà, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, quelque chose que vous recherchez. En tout cas moi, cette petite plateforme AMD Ryzen AI, surtout dans ces gammes Pro 9HX avec même les très haut de gamme, c'est quelque chose de très 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 intéressant je trouve, pour faire des machines performantes, puissantes, qui consomment peu. Voilà, des machines faciles à vivre au quotidien, et donc en mettant ça dans un ordinateur portable, je trouve que c'est un très bon combo, et je préfère largement ça à la variante Intel que j'avais pu tester. Voilà, vous me direz vous si vous êtes équipé soit d'une variante Intel, soit si vous avez pu tester ces petites merveilles, ces petits bijoux de chez AMD, si vous êtes d'accord avec mon point de vue, ou si éventuellement ce sont des machines qui vous ont déçu, et si elles vous ont déçu, en quoi, que d'autres qui regarderaient ce contenu et qui verraient les commentaires puissent savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.